Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent devant leurs écrans. Aujourd'hui, on a un événement assez particulier à deux titres. Le premier, c'est que c'est la première fois depuis un bout de temps qu'on arrive à rassembler dans la même pièce des partenaires de Wacam qui ont bien voulu partager ça avec nous, donc dans un moment convivial. J'ai rejoint moi-même le groupe, vous le savez, en 2020, octobre 2020, donc j'ai pas eu l'occasion depuis ce moment-là d'avoir ce genre d'événement, donc c'est un moment très particulier, on va pouvoir discuter de manière conviviale, et puis c'est surtout aussi un moment particulier puisqu'on va partager un sujet sur l'opération donc 25, à une époque où moi-même je vais pas tarder à avoir 2 fois 25, donc ça me met un peu plus de pression, mais à un moment particulier, donc Marjolaine nous présentera cette opération 25 dans laquelle Wacam a voulu être associé, tout simplement parce que les jeunes de 25 ans ont sans doute beaucoup de choses à nous apprendre. Ce sont aussi sans doute nos futurs clients, voire déjà nos propres clients. On a besoin de comprendre leurs attentes dans un monde qui bouge énormément. Donc aujourd'hui, on a voulu avoir cette présentation, cet échange libre sur l'opération 25. Donc une première partie, Marjolaine va un peu présenter l'événement, les grandes tendances et ce que les jeunes de moins de 25 ans vont pouvoir dire sur les 25 prochaines années. Et puis on fera après un petit zoom particulier sur un petit questionnaire qu'on a enclenché grâce à Jam auprès de la perception des jeunes sur l'assurance. Alors des enseignements parfois connus, des enseignements parfois un peu nouveaux. L'objectif pour nous, c'est plus, pas forcément d'apporter une réponse à toutes nos questions, mais un peu plus d'ouvrir nos chakras sur ce qu'attendent les jeunes, comment on peut les adresser, et puis surtout comment on peut préparer l'assurance de demain, puisque c'est aussi notre objectif de Wacam, et puis évidemment avec nos partenaires qui nous accompagnent, d'essayer de transformer le monde. Donc sans plus attendre, je vais passer la main à Marjolaine pour nous parler de l'opération Jam et de l'opération 25. Merci beaucoup, bonjour à tous, je suis très contente d'être là. Moi aussi j'adore avoir des moments conviviaux et prendre la parole, et c'est vrai que c'est tellement plus sympa d'intervenir devant des vrais gens qui me regardent avec des vrais yeux plutôt que des fenêtres Zoom qu'on ne peut pas forcément voir. Donc voilà, très contente d'être ici et de faire un petit retour sur cette géniale aventure qu'on a fait ensemble. 25, c'est un projet un peu fou qui est né il y a un peu plus d'1 an et demi. Fou parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui est né dans notre tête, et on s'est dit on va devoir rassembler plein d'acteurs différents, des jeunes personnalités qui ont entre 17 et 25 ans, des entreprises qui sont vraiment référentes dans leur secteur, une institution culturelle iconique, la Gaîté Lyrique. Enfin, il fallait aller voir tout le monde, faire monter la mayonnaise et se dire ok, on y va. Et il fallait que tout le monde joue le jeu, et donc très contente, très heureuse et vraiment reconnaissante que Wacam, quand on est venu vous voir, vous avez été réceptifs, et quand je vois qu'en plus aujourd'hui tout ce que vous faites et l'entreprise à mission que vous êtes devenue, je me dis on a trouvé les bons partenaires, et ça c'est hyper chouette. Donc 25, en quelques chiffres, c'est plus d'1 million de personnes touchées, 500 000 personnes qui ont vu l'émission dont on va vous présenter quelques extraits, et près de 10 millions de personnes dans toute la France qui ont vu nos campagnes qui ont été touchées de près ou de loin par le dispositif 25. Donc je vais vous montrer en 50 secondes quelques retours en images sur l'édition. Il y a 1 an, on a rêvé d'un projet. Au début, on était 2, 3, 10, 30, puis une centaine. Des jeunes, des moins jeunes, des dirigeants de petites et grandes entreprises, des personnes et des collectifs qui s'engagent pour un futur plus humain, plus pérenne, plus égalitaire. Notre conviction, c'est que pour faire face à l'immense enjeu qui nous attend, il faut d'abord se retrouver soi, s'affranchir des codes qui nous limitent et nous enferment, et cultiver notre liberté. Comment les moins de 25 ans ont-ils déjà pris la mesure de leur rôle à jouer ? Parce qu'on doit les écouter, on a imaginé 25. 25, 25, comme nos 25 prochaines années à tous, et comme les moins de 25 ans, plein de rêves, mais d'une lucidité implacable sur notre société. 25, c'est 90 minutes données à la jeunesse pour raconter de nouveaux imaginaires. Donc 1h30 où on donne la parole à une douzaine de jeunes personnalités, de jeunes talents. Vous allez les voir, ils sont de milieux différents, d'industries. On a des artistes, des activistes, des entrepreneurs, des influenceurs, des gens qui sont 8 heures par jour sur les réseaux sociaux, d'autres qui ont quitté les réseaux sociaux. Enfin, une génération qui est éclectique. On aime bien souvent, on nous dit qu'est-ce que les jeunes, qu'est-ce que le jeune, qu'est-ce que la jeune pense de ça? Bonne nouvelle, il n'y a pas le jeune. C'est une génération, bien sûr, qui a des grandes tendances, mais
heureusement, et c'est quand même plus beau comme ça, c'est des jeunes qui ont plein d'aspirations différentes, qui ont des parcours différents, des envies différentes. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et pourquoi chez Jam, on va leur donner la parole à des centaines de milliers pour vraiment les observer, avoir des personas, avoir bien sûr des tendances, mais quand même pouvoir ne pas avoir de clichés sur cette génération. Donc avec eux, on a parlé d'engagement écologique, on a parlé d'identité, de sexualité, de rôle des entreprises et des marques, du travail, d'affirmation de soi, libération de la parole, etc. Plein de très beaux sujets et vous allez les voir, ils sont complètement différents. On a Hugo Décrypte par exemple, qui est un des jeunes journalistes qui a créé son propre média. En fait, Hugo Décrypte, aujourd'hui, c'est un média hyper sérieux. Sur le Joaquin et d'autres, c'est la seule que j'ai isolée ici pour l'entretien. Joaquin qui dit « Peut-on vraiment concilier la lutte contre les réchauffements climatiques et le modèle économique de libre-échange? Est-ce que les deux sont vraiment compatibles ?» Alors, je pense que la lutte contre le réchauffement climatique, comme d'ailleurs le combat qu'on doit mener pour la biodiversité, parce que pour moi c'est les deux combats qui vont ensemble, et je pense que ces deux combats impliquent de progressivement changer notre modèle. Je ne pense pas qu'on puisse du jour au lendemain dire on arrête tout, mais il y a une transition dans laquelle on doit rentrer. C'est un peu politique. À côté, rien à voir, Anaïd Rozan. Juste là-bas. Bonjour madame, je peux vous être utile? Bonjour, je recherche une plante verte pour ma sœur. Ok, je vois très bien. Je vous laisse me suivre. Comment est votre sœur en termes de caractère? Gentille, organisée. D'accord, donc plus Panthacea ou même plutôt Amaryllis. Une plante verte, quoi. Ouais, alors avec l'Amaryllis, on sera sur un arrosage régulier, d'accord? Et dès la plantation des bulbes, il faudra un apport en engrais, c'est très important. Ouais. C'est une plante sensible, hein, donc il faut une atmosphère bienveillante dans la maison, hein. Après, quand je vous disais gentille... Ouais, dites-moi. Bah, en fait, elle est plutôt égoïste, quoi. C'est même une grosse connasse. Ah, bah, un cactus, alors? Bah ouais, c'est bien, ça. Bah, c'est un arrosage une fois par mois. Ouais, parfait. Ouais, donc des personnalités vraiment complètement différentes, à qui on a voulu donner la parole. Pourquoi donner la parole aux jeunes? C'est pas juste se dire... Qu'est-ce qui se passe dans cette fourmilière? Que pensent les jeunes? Ça ne nous regarde pas, mais on est curieux. Non, c'est parce que donner la parole aux jeunes pour nous, c'est pour recréer ou au moins voir quel est le projet commun qui est en train de se créer avec les jeunes, les moins jeunes, des marques, des médias, des institutions culturelles. Vraiment se dire, on donne la parole à tous avec ce focus qui est fait sur les jeunes pour s'inspirer d'eux, pour les écouter, au-delà de juste mieux les comprendre. Notre conviction, c'est que nos enjeux aujourd'hui actuels sont de plus en plus urgents, interconnectés, complexes à comprendre, et que donner la parole aux jeunes, ça nous permet d'avancer dans notre quête de plus de sens. Et quand on dit tous, c'est pas que les jeunes, c'est qu'aujourd'hui on cherche tous plus de sens dans notre travail, dans notre mode de consommation, dans nos choix de vie, etc. Et que les jeunes générations, par leurs convictions, leur énergie, leur activisme, et parce que c'est eux qui vont quand même passer plus de temps dans le futur, par design, c'est un peu les héros naturels et légitimes de ce mouvement tourné vers l'avenir. Chez Jam, on y reviendra tout à l'heure, c'est vraiment notre mission, c'est d'éclairer, décrypter les tendances de la jeune génération. Tous les jours, on leur donne la parole dans Messenger à des centaines de milliers de jeunes pour arriver à les comprendre. On valorise cette parole dans l'espace public en disant on a des partenariats avec Claire Chanel, donc les panneaux d'affichage, où dans toute la France, toutes les semaines, on a le chiffre de la semaine pour apprendre à mieux connaître les jeunes. Mais avec 25, on a voulu aller encore plus loin. On s'est dit, c'est bien de leur donner la parole, c'est bien d'essayer de comprendre les chiffres, d'avoir quelques verbatims, etc. Mais on a envie d'avoir un vrai temps, comme on disait, un vrai temps convivial, en physique. Alors au départ, c'était imaginé vraiment physiquement, puis ça donnait un modèle un peu hybride pour créer cette conversation avec les jeunes. Alors c'est pas simple, on le voit, on en reparlera, c'est pas simple de donner la parole aux jeunes. Ils zappent, ils sont pas joignables, ils répondent pas au téléphone. J'ai vraiment dû passer, on a fait des pieds et des mains pour arriver à voir les jeunes personnalités qui nous intéressaient. Alors, deux petites anecdotes, par exemple. Bilal Hassani, qui est quand même un des chanteurs iconiques qui a représenté la France à l'Eurovision. Je suis obligée de passer par sa maman, donc qui s'appelle dans mon téléphone Mère Agent Bilal, pour trouver des créneaux où je peux parler avec Bilal. Donc, voilà, on est quand même sur un niveau de... C'est pas une invitation Google Calendar, quoi. De toute façon, ils n'ont pas de mail. J'ai une petite note vocale aussi de Anaïd que vous venez de voir avec les plantes et sa super sœur. Salut Première fois que je l'ai contactée, c'est sa première note vocale. Et j'espère que ton confinement s'est bien passé. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Ça me fait plaisir. Et je voulais t'envoyer un message vocal parce que
j'ai pas envie que ça ait l'air désagréable du tout par écrit, mais en fait, je suis toujours un peu... On m'a déjà proposé des prises de parole et je suis toujours un peu mal à l'aise parce que déjà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à parler en public. C'est pour ça que je pense que je fais des vidéos. Et tu sais, je me vois pas du tout... Alors, j'ai vu que tu avais écrit un sketch, mais en fait, moi, je me vois pas du tout humoriste, même si c'est absolument ce que je fais sur Instagram. Enfin, je fais des vidéos humoristiques, mais moi, c'est plus pour aller vers le cinéma. Et donc, je sais pas trop. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus sur quels sont les sujets qui vont être abordés. Je sais que j'avais déjà fait une sorte de conférence. C'était des questions-réponses. Sur Instagram, c'était des débats. Et quand on la contacte, elle dit non, mais moi je ne suis pas humoriste et puis j'aime pas prendre la parole. Donc qu'est-ce qu'il y a? Convainc-moi, quoi. Donc à la fois, il faut trouver plein de canaux différents pour leur parler, passer par leur maman, leur meilleure amie. D'ailleurs, Anaïd est venue sur scène avec sa meilleure amie. Elle m'a dit ça m'a complètement choquée que tu me dises oui, c'est pour ça que je suis venue. Mais bon, voilà, c'est quand même des codes hyper différents. Donc ce qu'on a voulu faire vraiment, ce qu'on a eu à cœur de faire, c'est comprendre qui ils et elles sont. Et s'inspirer de leur énergie et de leur vision au-delà de juste les observer comme on observerait une fourmilière. Il y a 3 mots qui nous ont marqués et d'ailleurs qu'on a partagé avec les équipes Wacam. On avait cette même vision en fait quand on les regarde, on se dit ce qui s'en dégage c'est vraiment une quête d'identité, de réclamer sa propre identité, de dire je suis singulier, je suis singulière, j'existe, mais j'existe aussi au sein d'une communauté. Et plein de façons de créer sa communauté ou de rejoindre des communautés et pour s'engager. Et le triptyque qu'on a observé chez chacun d'entre eux, c'est d'abord se trouver ou se retrouver soi, prendre la parole, changer la vie. Et en fait, quand je dis on ne veut pas juste les observer, moi en créant 25, vous l'avez peut-être entendu dans la petite introduction, c'est si on veut changer la vie demain, bah ça passe par ça. Et ce qu'on a voulu créer comme moment, c'est ok, on va observer les jeunes, mais moi ce que j'ai envie que jeunes, moins jeunes, de 7 à 77 ans, les gens, ils retrouvent, ils ressentent en regardant 25, c'est « Ok, mais moi, là-dedans, où est-ce que je me situe? Qui je suis? Qu'est-ce qui est important pour moi ?» Et une fois que je me suis retrouvée, comment je vais m'exprimer? Sur quel canot? Auprès de qui? De quoi je vais parler? Et changer la vie, bah oui, quelles sont mes causes? Qu'est-ce qui m'importe? Et donc ça peut se trouver dans notre vie personnelle, dans notre travail, dans plein de façons, sur nos réseaux sociaux, à une terrasse de café, peu importe, mais en tout cas le sentiment qu'on a voulu donner, c'est ça. Et c'est ce triptyque que je vais vous montrer un petit peu à travers des extraits, c'est se retrouver soi, prendre la parole, oser. On le voit avec Anaïd pourtant, qui maintenant fait des séries sur Canal, va sortir un long métrage, vous la verrez partout. Bah, elle me dit mais moi je suis timide, je vais venir avec mon ami, puis de toute façon je suis pas humoriste, etc. Et changer la vie. Camille Etienne, qui est appelée la Greta Thunberg française, qui s'exprime pendant 15 minutes de façon magistrale, parce qu'elle a envie de changer le monde. Mais elle a envie de changer le monde parce qu'à un moment, elle s'est dit mais qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je vais m'exprimer. Alors quelques petits extraits qu'on avait envie de vous partager. La première chose quand même, c'est que l'identité, la singularité de leur identité, elle est hyper importante. Je reparle encore d'Anaïd, mais quand elle me dit ah moi je suis pas du tout humoriste, on se dit mais c'est impossible de les choper en fait. Ils font un truc, ils nous disent moi je suis pas ça. Ils sont hyper protéiformes, et c'est aussi ce qui est super être gay, fort. c'est pur comme être hétéro, parce que c'est aimer quelqu'un d'autre en fait. Alors forcément, on est arrivé les pieds dans le plat, on est allé sur le terme de la sexualité, qui est quand même un des piliers de l'identité et qui est complètement en train d'être repensé aujourd'hui et qui s'ouvre. Charlotte Abramoff, qui est une des plus jeunes directrices artistiques françaises, qui fait les clips de Angèle, ceux qui connaissent Balance ton porc, etc. Donc vraiment hyper en vue. Je sentais que les femmes étaient vues par un seul prisme, qui était en tout cas celui qui était représenté en masse dans les magazines, les séries, les réseaux sociaux. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de réseaux sociaux, donc c'est venu par après, mais c'était au final la femme désirable, plutôt hétérosexuelle et vraiment objet de désir, toujours belle, mince, bien comme il faut. Un de mes coups de cœur, Fatima Das, qui était la révélation littéraire de la rentrée dernière. Je vous laisse l'écouter. On ne sait jamais vraiment pourquoi on aime. On sait qu'on aime, c'est tout. J'aime les femmes. Je le sais depuis toujours, depuis toute petite. Je ne l'ai pas dit. Longtemps, je ne l'ai pas dit. Je ne savais pas qu'on pouvait aimer les femmes en étant une femme. Je ne savais pas ce que c'était d'aimer une femme. Je ne savais pas ce que c'était de désirer une femme. J'ai tout fait taire. J'ai tué mon désir. J'ai tué mon amour. Je suis restée dans le silence pendant 18 ans parce que personne n'était prêt autour de moi. Personne n'était prêt à l'entendre, pas même ma propre personne.
Donc Fatima Das, qui a écrit un roman qui s'appelle La Petite Dernière, qui est une jeune femme musulmane, lesbienne, et qui raconte ces deux identités qui ne sont pas conciliables. Et arrêtez de me demander de les concilier. Et je ne suis pas là avec une proposition politique sur comment les concilier. Quand je vis une partie de ma vie, j'ai l'impression de faire du tort à l'autre. C'est comme ça. Et il y a aussi cette idée de dire, on n'est pas obligé de tout compromettre. Et même s'il y a une valeur de bienveillance, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et on pose plus de questions qu'on ne cherche à avoir de réponses pratiques, simples, à emporter. Non, c'est pas ça. C'est un moment, je trouve, qui est vraiment fascinant dans notre histoire, en tout cas de celle que je connais. C'est un moment où on peut poser plein de questions. Et poser des questions, avoir le courage de les poser, avoir le courage de la nuance, ça ne veut pas dire qu'on connaît toutes les réponses. Il ne faut pas attendre de cette génération qui nous donne toutes les réponses, mais déjà mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est énorme. Que je montre, c'est pas une copie que je rends, c'est ma tête. Et donc les gens ont une image de moi qui est quelqu'un que j'aimerais être, qui est drôle, observateur, qui j'essaye de faire rire un peu tout le monde, un peu tous les âges. C'est très important pour moi de plaire un peu à tout le monde. C'est aussi un peu un problème. Et du coup, c'est vrai que ce côté-là parfois prend beaucoup de place parce que pendant le confinement, j'étais un peu toute molle comme tout le monde. Voilà, je savais pas faire grand chose. Et je recevais des messages de gens qui disaient attends, tu mets quand une vidéo, on t'attend et tout. J'étais en mode, les gens pensent que je suis une machine à vidéo. Ça te colle à la peau, c'est ce que tu me disais. Ça me colle à la peau, ouais. Et parfois, quand je me retrouve aussi à des soirées, cette vision qu'ont les gens de moi, les projections qu'ils font sur moi, sont un peu bizarres parce que c'est vraiment quelqu'un d'autre que je montre. Donc, une vision très ambivalente des réseaux sociaux que je pense on partage tous, qui est qu'à la fois on aime passer du temps dessus, à la fois on joue le jeu, on poste plus ou moins, on suit des gens plus ou moins, et pourtant on a quand même envie de s'en détacher, et pourtant on se rend compte de tous les effets néfastes que ça peut avoir sur notre santé mentale, sur notre temps libre, etc. Et c'est vraiment une génération, là on le voit sur la façon dont ils ont communiqué sur 25, tous et toutes ont fait des stories, ont sollicité leur communauté, ont demandé à avoir des feedbacks, du retour. Enfin, on sent qu'il y a une pulsion, ils en ont vraiment besoin de ce retour constant de leur communauté, et en même temps, ils ont quand même envie de s'en détacher. Une génération, alors ça c'est le mot que je pense tout le monde a envie d'utiliser pour qualifier cette génération, et heureusement il est vrai, hyper engagée. Camille Etienne, par exemple. On a marché sur la Lune, construit des tours de 828 mètres de haut, réussi à voler dans les airs et même inventé le Big Data. Nous voilà en sacrée gueule de bois. Pour des cuvées, exit l'aspirine, on a fait notre part. On a obéi. On a trié nos déchets, rempli nos gourdes, signé des pétitions et même marché dans les rues. On a été des colibris, mais l'incendie continue de plus belle et les pompiers n'arrivent pas. On va donc éteindre le feu nous-mêmes. Face à leur inaction, nous, les gens, on va reprendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce que t'attends? On est là, on secoue, on fait trembler, on ose. Qu'est-ce que t'attends? C'est ça que tu veux laisser? Ce vieux monde qui nous endort? Elle est où ta fierté? Elle est où ta force? Allez! T'as l'impression que t'es tout seul? Que ça marchera jamais? Ben tu te trompes, moi je suis là, je suis debout, on est plein, des milliers à y croire encore, et on laissera rien tomber. Obéir pour que ce vieux monde reste en place, ce sera sans nous. Voilà, le vieux monde, le nouveau monde. On veut des tomes brillants, on veut des tomes visibles, on veut des tomes entendus. Il faut que les conversations continuent, il faut rester à l'écoute, il faut regarder son prochain aussi. Il faut toujours retenir qu'une petite interaction peut sauver une vie. Camille Etienne, qui est engagée et qui dit nous les gens, et c'est vrai, c'est question d'agentivité, de dire on a le pouvoir, on peut changer, on va faire notre part, on va se donner tous les jours, remplir nos gourdes des petites choses, etc. Elle a quand même cette vision de dire ouais mais c'est important qu'on le fasse, mais on le fera pas seul. On le fera pas seul, on le fera avec les gouvernements, on le fera avec les entreprises qui veulent bien le faire. Et il y a vraiment cette ambition de dire allez, on se donne tous en tant que personne, en tant qu'entité. L'entreprise aujourd'hui est fatiguée, il faut oser la réinventer, y mettre du sens et peut-être pourquoi pas travailler moins parce qu'on fait des bullshit jobs, les gens s'ennuient, on quête de sens et venez, on réinvente tout ça quoi. Mais aujourd'hui, les marques, elles ont besoin de comprendre, je pense, au-delà. En fait, elles ont besoin de comprendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, quand tu es une marque, tu as plus de pouvoir souvent que le gouvernement. Je voudrais vous montrer quelques punchlines qu'on a retenues et qui montrent la diversité et les enjeux
auxquels ils se sont attaqués. Donc Vinny Revlon, qui est celui qui a ouvert le bal, qui est un peu plus vieux, lui, il a peut-être une petite trentaine d'années, mais il coach des lycéens, donc vraiment les plus jeunes de 25. Et on a ouvert en disant, on va commencer par la fête, on va commencer par le spectacle, et on va commencer par une vraie démonstration de l'identité de chacun, de chacune. Et surtout, quand on parle d'identité aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est revenu, et c'est marrant parce que quand les gens me parlent de 25, on me dit ouais, mais quand on est un homme blanc hétérosexuel, c'est pas forcément facile de regarder ça, surtout si on a plus de 50 ans et qu'on est plutôt riche et aisé et que non, j'ai plein de feedback comme ça de mon avocat, mais en fait. C'est un vrai coup de pied dans la fourmilière et c'est hyper intentionnel de notre part de dire les gens qu'on va mettre en lumière en premier, c'est pas eux, c'est même pas une jeune femme blanche privilégiée, c'est celles et ceux qui ont moins de privilèges et qui ont encore plus de chemin à parcourir pour arriver aux mêmes chances et pour arriver à une égalité. Et c'est eux qui se battent encore plus et qui ont énormément de beaux messages à transmettre et à qui on a envie de donner la parole. Et c'était aussi notre intention, c'est de dire, on va donner la parole à des jeunes qui l'ont pas toujours et qui l'ont pas toujours sur les bons sujets. Et d'où cette volonté de dire, allez, les plus opprimés, venez, on vous crée un temps d'expression. Par exemple, Fatima Das, que vous avez entendu, qui dit « Il y a 6 mois, ma parole ne comptait pas » du fin fond de sa banlieue. Oui, elle était inaudible, impuissante, absente. Aujourd'hui, elle résonne, remue, dérange, choque. Elle fait tous les plateaux télé, alors qu'avant, personne n'était intéressé par son récit. On a Delila Laloui, jeune étudiant à Sciences Po, qui a monté une asso pour l'égalité des chances face à la culture. Voilà, en arrivant, j'avais pas du tout les codes. J'ai l'impression d'être toujours le mec de banlieue, comme dans les médias. Qui parle de santé mentale. Donc Marie, la fameuse meilleure amie d'Anaïd, qui est venue sur 25 et qui est super. On a beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'ils pètent un câble. Trop d'amour, trop de haine, trop d'infos, trop d'intox sur les réseaux sociaux. Le cerveau ne peut pas suivre tout ça. Et Anaïd, et donc là, je trouve qu'on part de l'identité pour aller vers « Ok, mais ce serait bien que chacun prenne sa part. Les enfants d'aujourd'hui, on n'encourage pas à sortir, à faire des expériences. Pourtant, ce sont les adultes de demain. » Et même elle dit jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'habitais chez mes parents et à 22h, je donnais mon téléphone à ma maman tous les soirs pour qu'elle me prive. Donc il y a ce côté, c'est moi, c'est mon identité, c'est ma volonté, mais ça ne sera pas tout seul. Ça ne sera pas tout seul. Vous avez entendu Élise qui dit aujourd'hui, quand tu es une marque, tu as plus de pouvoir que le gouvernement. Manon, qui a un compte Instagram sur la sexualité, qui dit que en fait, l'école ne fait pas le travail, donc elle ouvre un compte Instagram. L'école ne fait pas le travail, le porno, il ne faudrait même pas que ce soit ça la source d'éducation sexuelle. Donc, qu'est-ce que je fais à côté de mon boulot? J'ouvre un compte. Hugo Décrypte, qui a une vraie responsabilité sur la façon dont il conçoit son média, et qui non seulement informe, mais veut créer une envie pour chacun de contribuer. Bilal, il faut que les conversations continuent, rester à l'écoute, toujours retenir qu'une petite interaction peut sauver une vie. Ça, c'est une phrase qui m'avait beaucoup touchée. Dans cette idée aussi de dire on prend soin des uns des autres, qui est vraiment quelque chose de très caractéristique de leur génération. Camille Tessigne, tiktokeuse, qui est, elle, entendante, mais qui vulgarise la langue des signes, qui les aide à s'intégrer. Camille Etienne, voilà, il n'y a pas une seule manière d'être activiste, c'est le message que je passerai toujours. S'il y avait 10 points pour sauver le monde, on l'aurait déjà fait. Et enfin, Charlotte Abramov qui dit voilà, on a une place dans la société, même si ça ne veut pas dire qu'on doit s'y enfermer du tout. Les gens sont dans des cases à cause du regard des autres. Moi, quand je vois tout ça, je me dis il y a vraiment cette idée d'identité, mais au sein de quelque chose. Et c'est là où je pense que les marques, que les gouvernements, que les médias ont quelque chose à apporter, c'est dire on veut vous comprendre, on veut vous aider, on veut vous accompagner, et arrêtons ce clivage des il y a les jeunes, on ne comprend plus rien, on les comprend à la limite et on rigole doucement. Non, on arrête le cynisme, c'est plus le temps du cynisme aujourd'hui. Il y a un vrai projet qui est en train de s'écrire et on le rejoint ou on le rejoint pas, mais il est en train de s'écrire. Et donc pour conclure, je voulais vous montrer quelques différents petits bouts qu'on a vraiment aimés de la. En tout cas, on s'est retrouvés dans des bureaux avec des directrices marketing de groupe, ça je peux vous le dire en tout cas, qui nous disaient nous ne voulons pas de noirs dans nos pubs. Là, autant vous dire qu'on renversait les tables et qu'on leur disait vraiment des insultes, des insultes, des gros mots. On les dégomme parce qu'en fait, comment aujourd'hui tu peux dire ça à quelqu'un en live, être raciste? Et ces marques-là, on les a laissées crever et la plupart sont en train de crever, donc c'est super.
Et donc au début, nous, on voulait faire financer effectivement ce podcast pour pouvoir redonner de l'argent à des associations et tout, etc., ce qu'on a fait. Mais en tout cas, on a été voir dans un premier temps des annonceurs, donc des marques, et certains nous ont dit cette chose absolument folle qui est la cause LGBT, c'est clivant. C'est trop risqué pour nous. C'est des marques qui, la plupart, au moment de la Pride, sortent des collections avec écrit Love is the winner. Et après, ils te disent qu'en parler vraiment, c'est trop clivant, surtout s'il y a des personnes trans, surtout s'il y a des personnes trans non blanches. Et bah là, ils paniquent. C'est trop pour eux. On est noyé au final dans les images et très influencé aussi par les images. Et du coup, si les images nous influencent à vouloir acheter un jean ou à se dire qu'il faut qu'on perde du poids ou à se dire qu'il faut qu'on aille aller faire de la muscu, et peut-être que les images peuvent aussi nous amener à se questionner sur ah bah tiens, pourquoi je pense comme ça, est-ce qu'on peut penser les choses autrement ou la voir autrement et donc je pense que l'image peut aussi provoquer parfois un décalage ou une surprise ou un questionnement. Et c'est ça que je cherche. Justement, c'est dommage parce qu'on pourrait plutôt nous apprendre à avoir les bases du consentement, qui n'est pas du tout assimilé encore aujourd'hui, ou alors à détecter des formes de violence, apprendre à agir quand on doit aider quelqu'un ou quand on est victime de violence. Dernièrement, on a vu toutes les affaires d'inceste qui sont considérées comme des pratiques, alors que ce sont des crimes. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait que l'école travaille, nous apprenne, et ça tout au long de notre vie, parce qu'en fait, l'éducation sexuelle, c'est un droit. Alors moi, j'ai décidé de retirer les réseaux sociaux il y a maintenant 8 mois. Bon, déjà pour mon métier, parce qu'avoir son psy en maillot de bain ou en soirée sur Insta, c'est pas super. Mais aussi parce que pendant le premier confinement, j'ai passé des 8 heures sur Instagram par jour et c'était juste plus possible. Et j'avais besoin de me retrouver en tant que personne réelle, en tant que personne humaine, parce que j'avais l'impression de devenir un espèce de personnage de fiction, un personnage virtuel, tu vois. Donc voilà, et aussi parce que j'avais besoin de retrouver ma pensée, mes opinions, sans être en permanence assaillie par l'opinion des autres, l'opinion publique, l'opinion de mes amis. Voilà, c'était important aussi ça pour moi. Et puis au début, je me suis dit que j'allais mourir de FOMO, et parce que moi je comprends plus rien quand mes copines parlent aujourd'hui, je rate plein d'infos. Mais au final, je me rends compte que les infos essentielles, elles me parviennent d'une manière ou d'une autre. Et au final, je me sens plus préservée et protégée qu'autre chose. J'ai pas l'impression de rater des choses, j'ai plutôt l'impression. Ça te manque pas en fait de pas avoir Instagram, alors que tu passais 8 heures par jour dessus? Ouais, écoute, désintox, c'est une drogue, hein. C'est une vraie drogue. C'est une drogue. Ouais, mais non, je me sens, ça m'a vraiment beaucoup apaisée. Peut-être qu'on touche le fond. On est principalement des êtres virtuels, je veux dire, on se parle plus sur portable qu'en face. Et moi, je remarque que ça commence à être pris en compte quand même. Moi, le peu de fois où je retrouve des amis, on n'hésite pas à se dire, écoute, range ton portable, on est ensemble, c'est un moment précieux. Et pareil, vice-versa, quand on me le dit, je me dis, ouais, putain, alors qu'on se disait pas ça avant. C'est bien les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Ton corps, il fait quoi? Tu t'es été dans les manifestations? Si on s'engage vraiment, mais pas juste un petit truc histoire de dire. C'est pas une mode. C'est ça dont vous les avez noirs peur, qui se font tuer, c'est pas une mode en fait. Justement, cette génération Covid, comme on l'appelle, toi tu en fais partie, c'est les personnes qui ont la vingtaine, qui sont coincées, qui ne peuvent pas sortir, qui ne sont pas censées se retrouver. En fait, est-ce que c'est une génération sacrifiée pour toi? Non. Pour moi, c'est pas du tout une génération sacrifiée. Pour moi, c'est d'autres cartes. On nous a donné d'autres cartes, on nous a donné d'autres opportunités, on nous a donné d'autres chemins à entreprendre. Ça faisait peur au début d'y aller, mais depuis Covid, j'ai fait beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas fait sans. Je suis pas en train de dire que je suis grateful for this global pandemic. Pas du tout. Mais je pense qu'on est une génération qui était prête à accepter ce genre de séisme un petit peu, et qu'on va être capable de passer à travers et d'en ressortir vraiment grandi. Et enfin, ce message de Camille. Fais ce que tu as envie de faire et qui a l'impact. En fait, il n'y a pas une seule manière d'être activiste. C'est le message que je dirais toujours. Il n'y a pas une seule manière de faire. S'il y avait 10 points pour sauver le monde, on l'aurait déjà fait. Ou alors l'humanité est vraiment très très conne. Et dans ce cas, c'est pas si mal qu'on disparaisse. Mais il y a autant de manières d'agir que de manières d'être au monde, et donc que de manières de personne. Il faut juste se dire, est-ce que moi mon truc c'est d'écrire? Et ben on écrit une parole qui a de l'impact. Est-ce que moi mon truc c'est de faire des assos, d'être journaliste, d'être dans une entreprise? Faites-le, peu importe. Faites ce qui vous fait kiffer. Osez le faire aussi un peu, de sortir de ce rôle dans lequel on est engoncé, mais faites-le au service d'un monde de demain qui est plus beau, plus juste, plus égalitaire, mais aussi qui est possible, parce qu'on oublie que c'est de ça qu'il s'agit. Là, il s'agit simplement de rendre demain possible.
Donc on avait vraiment à cœur de créer ce dialogue, de le créer pas seul, pas juste avec les jeunes non plus, pas juste avec les marques, mais avec énormément d'acteurs différents. Quand on a commencé à en parler, ça c'est quelques extraits de messages qu'on a reçus. Enfin, on a énormément de marques, d'entreprises qui ont été super réceptives aux messages et toutes nous ont dit oui, je veux m'engager, je veux comprendre les jeunes, je veux leur donner la parole. Enfin, on a senti qu'on touchait du doigt quelque chose de super important. On a choisi vraiment nos partenaires, un partenaire par industrie, des partenaires iconiques à chaque fois dans leur industrie, dans leur métier. On a, je vais peut-être montrer les premières secondes du manifeste qu'on a écrit avec eux et avec Simone, un média, où on a donné la parole, là, cette fois-ci, aux dirigeants, aux marques, qui reprennent les termes des 25 prochaines années. Ça donne quelque chose d'assez drôle. Aujourd'hui, nous voulons donner la parole aux moins de 25 ans. Oui, nous, les boomers. Oui, enfin moi je me sens pas du tout concerné. Car nous sommes persuadés que l'impulsion viendra d'eux. Si on veut que le monde d'après soit meilleur que celui qu'on connaît, nous devons soutenir l'engagement de ces jeunes. Nous sommes woke. Dans ce monde du peak oil. Des digital nomades. Du care et du flixcam. Voilà, donc on les voit dire un boulgui-boulga de buzzword, mais c'est quand même quelque chose d'assez marrant. Nous nous engageons à leur donner la parole. Et là, on va aller encore plus loin cette année, faire monter en puissance ce dialogue en disant en 2021, on a réuni des ambassadeurs, des ambassadrices iconiques de la nouvelle génération. Là, on veut transcender les clivages générationnels et se dire en fait, il ne faut pas faire du jeunisme et pas non plus penser que les jeunes vont tous nous sauver. C'est pas aussi simple que ça. C'est un projet de société qui est en commun et qui doit donner la parole à tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes issus de milieux différents, des gens qui sont entrepreneurs, qui sont artistes, qui ont la parole, qu'on ne voit jamais dans les médias non plus. Enfin, vraiment se dire comment est-ce qu'on va créer la conversation et donc un modèle qui sera un peu différent avec des binômes de personnes qui vont parler des sujets qui fâchent. Ça peut être une jeune féministe et sa grand-mère, ça peut être un entrepreneur qui a fait Polytechnique et un qui vient des quartiers et qui n'arrive pas à s'en sortir. Enfin, vraiment complètement réinventer la façon dont on se parle, parce que c'est important de le faire. À 4 mois des présidentielles, il va y avoir un vrai enjeu. Merci beaucoup. S'il y a des questions, toutes les questions sont les bienvenues. Soit sur l'événement, soit sur les jeunes en général à Marjolaine, pendant que je fais le changement d'ordinateur. S'il n'y a pas de première question, je vais prendre direct la deuxième. Quel retour tu as eu globalement en fait, d'entreprises qui a des messages c'est très très large comme sujet c'est intéressant parce qu'on en a profité pour essayer de poser des questions sur la science, qui est quand même un peu moins sexy, on va dire, que tous les sujets qui ont été traités. Et globalement, parmi les entreprises qui ont regardé, des gens de notre génération, quel était un peu le feedback ? Le feedback que j'ai eu beaucoup, c'est waouh, on n'a pas l'habitude de ça. Ça nous a complètement déstabilisés et ça fait du bien. Et ça fait du bien. En fait, il y a ceux qui sont déjà un peu sensibles à ces sujets et qui disent « je ne suis pas seule, c'est cool, je ne suis pas seule à penser ça. Et je retrouve du sens dans le fait d'être dans ma boîte et d'avoir accès à ce genre de contenu, de pouvoir le voir en avant-première, de sentir que je fais partie de cette aventure. » Ça fait beaucoup de bien. Et d'autres qui nous disent alors, je ne suis pas du tout habituée à ça, ce n'est pas mes sujets, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas le domaine sur lequel je passe mes journées, etc. Et du coup, je ne l'aurais jamais regardé sans. Et du coup, je remercie ma boîte d'avoir fait ça et d'avoir rejoint l'aventure parce qu'en fait, c'est des jeunes que je ne connaissais pas pour la plupart, c'est des thématiques que je vais rentrer cliché dans ma tête, j'ai plein d'a priori. Et là, d'avoir ça, d'un coup, j'ai envie de m'y plonger, ce que je n'aurais pas forcément fait. Et donc, ça nous bouscule complètement dans nos retranchements. Et moi, ça a créé des relations assez fortes et personnelles finalement, parce que c'est des sujets tellement intimes qu'on a abordés, d'identité, de sexualité, de travail, d'écologie, d'engagement. Enfin, on est allé chercher les gens hyper loin. On a discuté avec des chaînes de télé qui ont envie de faire des choses là, cette année avec nous, qui nous disent on n'a jamais eu ça sur des plateaux télé. Enfin, personne ne va parler de bullshit job, de vaginisme, de dépression, de maquillage de mec. Enfin, il y a un truc de la parole était hyper libre. Et en fait, je pense qu'on avait deux audiences. On a ceux qui étaient super habitués à tout ça. Par exemple, chez Prisma Media, ils ont tous regardé, tous adoré. Pour eux, c'est dans leur ADN, quoi. C'était genre trop cool, un événement sur lequel on bosse et qu'on aurait pu produire nous-mêmes. Et d'autres, par exemple, chez Crédit du Nord, qui nous disent
ça nous a complètement décoiffés, mais ça fait du bien et ça nous a donné une énergie de dingue, quoi. Donc, et après, tu as ceux qui nous disent aussi, bon, bah, c'est pas mes sujets, ça m'intéresse pas, mais ils n'ont pas forcément regardé. Ils ont regardé de loin. Jusqu'au bout. Voilà, pas forcément jusqu'au bout. Du coup, on va présenter ensemble l'étude qui a été menée en collaboration entre Wacom et Jam sur l'assurance, donc voilà, qui est l'assurance pour matcher avec les attentes des jeunes. Je vous l'ai présenté rapidement, mais Jam aujourd'hui, c'est le premier média dans Messenger qui s'adresse à des centaines de milliers de jeunes. Tous les jours, on leur parle de sujets de société directement à travers une conversation qui va durer 1 minute 30, 2 minutes. Jam, il vous appelle par votre prénom, il vous tutoie, il vous harponne avec une petite question et il vous pousse à réfléchir, à vous informer, à vous situer par rapport à la communauté. Donc on s'est dit, avec ce contexte, après voilà, plus d'une année de crise sanitaire, de confinement, est-ce qu'on a repensé notre façon d'appréhender l'assurance? Qu'est-ce qu'on en attend? Quels sont les clichés? Quels sont les doutes aussi, les peurs? Et donc voilà, on a exploré la relation des jeunes avec l'assurance et les usages en jeu qui sont le plus importants pour chacun d'entre eux. La méthode, elle est hyper particulière, c'est que on n'est pas l'Ipsos des jeunes en fait, parce que ça ne marcherait pas. On est un média qui interroge les jeunes. On a pris vraiment la problématique à l'envers. On s'est dit, si on crée une boîte de sondage avec les codes des jeunes, ça ne va pas plus les intéresser, parce qu'en fait, c'est pas que les sondages sont juste mal faits ou mal faits pour eux, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être sondés. Mais si on leur apporte du contenu, une interaction, de l'information, quelque chose qui les fait rire, qui leur permet de se situer par rapport aux autres, qui leur apprend un truc où le soir au dîner, tu ressors un petit chiffre, etc., là, ils vont être engagés. Et là, petit à petit, en fait, on se rend compte que une conversation, c'est je t'apporte du contenu et je t'écoute. Donc si je t'écoute, tu m'apportes aussi des choses et on va construire ensemble. Et c'est ça vraiment notre méthodologie. Donc c'est un échantillon représentatif de 350 jeunes interrogés de 18 à 25 ans, représentatifs de la population française sur cette tranche d'âge. Quelques questions, de toute façon, elles vont être étayées, mais juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble un questionnaire, et le questionnaire qu'on a administré. Voilà, on leur pose des questions. Pour toi, l'assurance, c'est flou, protecteur, pratique, inutile. Tu penses à quoi de l'assurance? Tu penses quoi de l'assurance intégrée? Voilà. Tu penses quoi d'une assurance contre le cyberharcèlement? Est-ce que tu voudrais assurer ton logement ou ta voiture auprès de géants de la tech? Enfin, voilà, on va vraiment les interroger de manière assez... c'est un peu du snack sondage, quoi. Ils répondent, ils sont dans leur messagerie, à côté du petit ami, de la cousine, de la bande de potes. Et ils ont Jam qui les interroge, ils répondent, il y a les emojis, ça correspond, c'est facile pour eux. Et on est même capable de leur poser des questions ouvertes auxquelles ils ont envie de répondre parce qu'ils ont cette relation avec Jam. Tac, je te laisse la parole. Merci Marjolaine. Donc, les résultats maintenant de cette étude, il y a 3 parties. Donc dans la première partie, on a posé 2 questions en fait autour de comment est-ce que les jeunes voient finalement l'assurance aujourd'hui. Donc on commence par une question entre guillemets relativement basique. Pour vous ou pour toi, l'assurance c'est. Et on leur proposait 7 items et ils devaient en choisir un seul. Donc pour nous, pas trop de surprise quand même. Ce qui ressort clairement, c'est que l'assurance, ça reste quand même flou et ça reste cher. Donc c'est vraiment les 2 items majeur. Alors c'est surprenant aussi, c'est beaucoup plus flou pour les filles d'ailleurs, et beaucoup plus problématique de cherté pour les garçons. Mais heureusement, après, il y a d'autres items aussi qui ressortent un petit peu plus positifs. C'est aussi protecteur, c'est pratique. Donc ça, c'est un classique. Et donc on sent bien que cette notion de flou, elle est importante, et de prix également. Donc pour Wacom, ce n'est pas une surprise, puisqu'on a une raison d'être, rendre l'assurance transparente et impactante. Donc, transparente, c'est bien lever le flou. Impactante, un des impacts, évidemment, c'est de rendre le prix de l'assurance à $1, par exemple, au travers de l'assurance embarquée. Donc on a voulu creuser sur une autre question un petit peu plus précise, mais qui revient souvent, c'est leur relation avec les GAFAM. Voilà, est-ce que vous avez envie d'être assuré par Google, Microsoft, Facebook, etc. Donc, ici, ce qui ressort quand même majoritairement, c'est qu'il y a quand même un rejet. Parce que quand on a 31% qui disent non, certainement, j'en veux pas, en général, statistiquement, c'est vraiment un rejet. Et d'ailleurs, il n'y en a que 4% qui vous disent oui. Là aussi, c'est encore un petit peu segmentant. Alors, les filles rejettent encore plus. On le verra peut-être pour un manque de confiance encore plus dans ces acteurs-là, donc puisqu'elles sont 37% à dire absolument non, et 1% seulement à dire oui, je veux bien être assuré quand même par un GAFAM.
Alors, on a creusé, hein, bien sûr, cette partie-là, et on a voulu voir, bon, quand vous dites oui, pourquoi est-ce que vous dites oui? Alors, finalement, les deux items qui ressortent, c'est avant tout parce que le prix, quand même, pourrait être meilleur, et comme les jeunes sont sensibles aussi au prix, c'est un argument. Et puis, il y a ensuite tout ce qui est la confiance, finalement, ou la praticité. Excusez-moi, la praticité. C'est plus pratique, les données, finalement, c'est les mêmes, je n'ai pas besoin de les remettre, donc finalement, ça peut être intéressant. Le pratique ressort également, et donc voilà, par exemple Thibaut, 19 ans, voir si l'offre est avantageuse par rapport aux autres assurances pour moi. Donc oui, effectivement, peut-être ce serait un élément qui me permettrait de choisir, d'être assuré en fait par un acteur de GAFAM. En négatif, donc pas surprenant, finalement, c'est pas leur métier. On n'a pas confiance quand même dans ces acteurs-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire des données? Donc il y a quand même presque deux tiers qui estiment qu'on ne peut pas faire confiance ou qui ne sont pas fiables, ces acteurs GAFAM. Voilà, Antoine, 20 ans, qui nous dit, car ce n'est pas leur produit finalement, peut-être qu'ils ont des garanties pas suffisamment complètes, qui ne répondent pas bien à notre besoin. Est-ce que vraiment ils connaissent bien l'assurance quand même? C'est un métier. Alors finalement on insiste, on leur dit, mais bon, finalement, quel serait quand même le plus légitime pour vous? Qu'est-ce qui ressort en premier? C'est non, il n'y en a aucun qui est vraiment légitime. C'est 55% te disent, non, ils ne sont pas légitimes. Alors on insiste, mais alors finalement, s'il y en avait un, ce serait qui? Alors le moins pire, visiblement, c'est Google. Voilà, si on ajoute Google plus plus tous, on arrive à 25% finalement qui choisiraient quand même Google. Et loin derrière, on a Amazon. Et encore plus loin derrière, on a Facebook. Alors 1% quand même qui choisirait Facebook. On voit quand même que l'image des datas sous Facebook, pourtant tous les jeunes sont sous Facebook, mais il y a quand même vraiment une réticence à être assuré, en tout cas par Facebook. C'est encore plus. Donc le rejet toujours. Hein, les filles font finalement encore moins confiance quand même dans ces médias. Les étudiants également sont un petit peu surreprésentés dans la non-confiance. Donc globalement, on sent quand même que pour qu'un de ces acteurs de GAFAM réussisse dans l'assurance, il a besoin peut-être d'une caution de travailler avec un assureur. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que c'est plus de la coopétition ou du partenariat qu'il faut faire avec eux pour développer l'assurance sur ces grandes plateformes. Donc ça, c'était la première partie. On passe ensuite à la deuxième partie. On les a interrogés en fait sur quelques nouveaux concepts qu'on a voulu tester pour voir leur réaction. Alors, le premier concept qu'on a testé, c'est un concept qui nous est cher chez Wacam, c'est l'assurance embarquée. Donc l'assurance embarquée, on a donné quand même une définition pour les jeunes parce que c'est pas très connu quand même sur le marché. Donc la définition qui est ici, effectivement, que tu peux prendre ou louer quelque chose ou l'utiliser temporairement et ça tombe bien, tu n'as rien à faire, tu n'es pas obligé d'aller dans un magasin, tu es assuré automatiquement. Donc c'est plutôt bien perçu, puisqu'il y en a quand même 55%, donc un peu de la moitié qui nous disent c'est pas mal, c'est super pratique, donc ils comprennent quand même le concept. Ceux qui ont une vision positive de l'assurance sont même surreprésentés, ils sont 63% à dire ah oui, ça a l'air quand même super intéressant. Mais on voit quand même que c'est un concept qui a encore, en tout cas vis-à-vis du public, de l'assuré final, besoin d'être installé et un besoin de réassurance, notamment au niveau du prix. Toujours le prix, les jeunes, ça revient tout le temps. Parce que finalement, je ne vois pas quand je prends l'objet ou que j'utilise quelque chose, ok, l'assurance est incluse, mais est-ce que c'est vraiment un dollar? Est-ce que vraiment le prix de l'assurance est limité? Donc je pense il y a un petit peu de pédagogie à faire pour lever ce frein sur les coûts. Autre question qui leur a été posée, c'est sur les objets connectés, parce qu'on se pose toujours la question, les datas, les partager, est-ce que c'est bien ou pas bien? Donc est-ce que vous seriez prêt à utiliser des objets connectés si ça réduisait le coût de vos assurances? Donc là, la réponse, elle est plutôt favorable, puisque 57% se disent favorables à utiliser des objets connectés pour réduire le coût de leur assurance, et dont 38% qui répondent oui, certainement. Donc ça, c'est quand même très positif. Je crois qu'il y a plus de garçons, 43%, à nouveau, je ne veux pas faire de clichés, mais peut-être qu'en tout cas dans cette étude, où les garçons qui ont répondu sur Jam étaient assez technophiles, donc eux, certainement, j'hésiterai pas à utiliser des objets connectés pour réduire quand même ma facture. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle sur cette génération. Autre question aussi, sujet d'actualité pour les jeunes, c'est sur le cyberharcèlement. On sait qu'aujourd'hui, il y a le harcèlement à l'école, mais il y a beaucoup le harcèlement sur les réseaux sociaux. Les filles sont aussi assez sensibles, donc on leur a demandé qu'est-ce qu'ils penseraient d'une protection contre le cyberharcèlement. Donc là, les jeunes, pareil, 21% de Chine
ça m'intéresse, ce qui est quand même assez fort. Uniquement 4% de rejet, donc il y a quand même une appétence. Au global, 6 sur 10 qui sont favorables à ce type d'assurance. Donc on pense que c'est une assurance qui peut avoir du sens pour les jeunes. Je ne sais pas si elle existe beaucoup, en tout cas, il y a de l'appétence. Autre question. Alors, Wacam, on est l'assureur des usages de demain. On travaille beaucoup sur la gig economy, vous le savez. Donc, on a voulu poser une question sur ce sujet-là. Et en particulier, ce qui nous a intéressé de voir, c'était de voir est-ce que les jeunes, finalement, sont prêts à soutenir les livreurs jusqu'à peut-être payer un petit surcoût en se disant, OK, grâce à moi, les livreurs seront mieux protégés. Ils auront peut-être une assurance dommage ou responsabilité civile. Donc, on a voulu tester ça. Alors là, c'est plus mitigé. Parce qu'il y a quand même une partie des jeunes, ça n'a pas l'air d'être leur sujet. Bon, déjà, il y a ceux qui n'utilisent pas les commandes, donc ça c'est clair. Et il y a ceux quand même qui hésitent en disant, parce qu'ils sont toujours quand même très proches de cette sensibilité prix. Donc finalement, il y a quand même 1 sur 2 qui ne serait pas vraiment prêt à le financer, mais il y a quand même un noyau dur de 28% qui répondent, oui, moi, je serais prêt à le faire, je serais prêt à aider. Et quand on regarde, finalement, c'est surtout ceux qui utilisent. Donc c'est quand même positif, on voit que ces jeunes sont sensibles à cette notion de peut-être de non-protection quand même des gens qui utilisent, qui font des livraisons tous les jours. Voilà, on passe maintenant sur comment est-ce qu'ils imaginent l'assurance de demain, avec quelques questions également. Donc on leur a demandé, pour vous, l'assurance idéale, ou pour toi, pardon, l'assurance idéale, c'est une assurance qui, et donc là on leur listait plusieurs attributs. Ils avaient donc un premier choix, et on les relançait ensuite pour un deuxième choix. Alors là, clairement, ce qui ressort, là, vous n'allez pas être surpris, c'est la simplicité. Moi, je veux que l'assurance, elle soit simple. C'est tellement vrai que les 3 items d'après, c'est aussi finalement autour de la simplicité, puisque c'est, je veux un remboursement automatique. Donc là, on pense tout de suite aux produits, aux offres paramétriques, où les sinistres sont remboursés quasiment automatiquement et rapidement. Je veux qu'elle soit intégrée, donc là on rejoint la notion finalement d'assurance embarquée, donc c'est simple à la souscription, c'est simple aussi à la gestion de sinistres. Et recommander. Recommander, c'est aussi finalement de la simplicité, parce que je n'ai pas besoin de dire toutes les petites lignes un peu compliquées, comme ils nous disent, mais finalement quelqu'un m'a dit cette assurance elle est bien, donc prends-la. Donc clairement, la simplicité sous toutes ses formes ressort, y compris dans le deuxième choix, qui ressort encore toujours comme le principal élément. Alors, encore plus, on cumule les deux pour avoir une vision claire au cas où vous ne l'auriez pas vu. Effectivement, 83% pour eux, l'item vraiment important, c'est la simplicité. La recommandation, toujours pour lever ces freins sur l'aspect flou. Le remboursement automatique, quand même, qui ressort bien. Ils veulent vraiment la simplicité. Et on va voir après dans les verbatims de comment ça se passe avec votre assureur, notamment quand vous avez un sinistre. Effectivement, c'est souvent très compliqué pour eux. Et donc, la notion d'intégrer également. Alors là, justement, bonne transition. On leur a demandé comment ça s'est passé votre expérience, si vous avez eu un jour un problème, vous avez dû faire marcher votre assurance, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a ceux évidemment qui n'en ont jamais eu besoin, ça c'est par nature, c'est l'assurance. Et puis après il y a finalement ceux qui ont eu à quelques cafouillages, des remboursements difficiles. Donc là, ce n'est pas de la phobie administrative, c'est juste que c'est effectivement un peu compliqué. Vous verrez dans les quelques verbatims, on vous donnera l'étude et vous pourrez regarder plus en détail les différents verbatims. Et donc, il y a toujours ces difficultés-là. Il y en a bien sûr qui ont aussi une bonne expérience. Donc, eux, ils n'en ont pas eu besoin. Donc, je passe, effectivement. Quelques verbatims qu'on a pu retenir. Bon, moi, je trouve le premier tellement un peu classique de la jeune génération, limite presque une caricature dans la façon dont c'est écrit, mais enfin c'est assez drôle. Alors je vais essayer de lire, c'est pas facile. Pour mon accident, j'ai été assuré au tiers, heureusement, parce que l'autre avait plus de voiture, je lui avais défoncé ER, et en plus c'était une Peugeot série limitée, le truc à 30 000 boules, quoi. Et moi j'avais juste un mini peu de tôle froissée sur ma portière. Il était dégoûté, le gars. J'adore ça. Et les handicapés de la MAF m'ont appelé une semaine après, comme des fleurs, etc. Voilà. Si elle ne marcherait plus, je vous aurais harcelé avant. Voilà, donc, alors, sur du voilà, exactement. Sur la confiance, la discussion.
Alors, ils sont effectivement, comme tu le disais, sur leur téléphone en messagerie en train de faire du multitasking, hein, comme certains d'entre nous peuvent le faire, mais de façon encore plus forte, effectivement. Donc le cafouillage administratif, bon, on le sait, hein, il y en a toujours. Hein, voilà, il y a aussi des bonnes expériences, hein, bien sûr. Alors souvent autour de la voiture, mais aussi autour des objets qui tiennent vraiment à cœur aux jeunes générations, donc l'ordinateur, le téléphone. Ça se passe quand même souvent bien aussi sur le téléphone. Hein. Oui, le téléphone cassé, ils m'ont remboursé très vite. Donc, toujours l'importance, évidemment, de la gestion des sinistres, de la relation qu'on peut avoir avec son assureur. Là, il y en a qui, finalement, ont beaucoup de choses à dire. Alors, c'est peut-être dans les transports, hein, parce que... voilà, on ne va pas le lire, hein, mais... remboursement difficile, il n'est pas inintéressant. Et cette personne, donc Constance, se fait balader à droite à gauche, elle ne comprend pas. Enfin, au bout d'un moment, elle abandonne. Les deux émojis sont quand même assez poétiques. Hein. C'est vraiment un dos d'honneur, ouais, c'est bien ça. Oui, exactement. J'étais pas sûr. Mais... Voilà, donc après, on leur dit finalement quel est le produit du quotidien que tu veux vraiment voir assuré, qu'est-ce qui est important pour toi. Alors là, ce qui ressort, le téléphone, l'ordinateur. Et moi, j'adore ce verbatim. C'est tellement impossible de vivre sans. Et donc, on sait finalement dans cette nouvelle génération, le téléphone et l'ordinateur, c'est un peu la voiture entre guillemets de l'ancienne génération. Donc, c'est vraiment la chose à assurer. C'est leur vie quotidienne. Elle ressort encore, hein, la voiture. Il y a encore des jeunes qui ont un peu de voiture, hein, qui pensent que c'est utile en tout cas, si on a une voiture, de s'assurer, c'est clair. Après, on n'est pas étonné. Hein, le logement, la vie, la santé, le travail, les études. Voilà, on est un peu déçus de qu'il n'y ait rien qui ressorte sur les NVEI, les trottinettes ou les vélos électriques. Alors, bon, après, peut-être que c'est parce que c'est embarqué, et ça leur paraît peut-être une évidence. Voilà, donc... Mais là, vous n'aviez pas mis la partie harcèlement cyber. Là, c'est une question ouverte. C'était spontané, ouais, c'était ouvert. Voilà, c'est les items qui leur viennent. Donc et ça, c'est important, c'est un peu le top box. Effectivement, spontané, dans leur quotidien, c'est quand même le téléphone et l'ordinateur. Donc, en conclusion, voilà, pour synthétiser, les 18-25 ans, ils sont quand même un peu méfiants toujours vis-à-vis de l'assurance. Elle est chère, elle est un petit peu floue. On a vu, ils sont quand même pas trop familiers avec l'assurance. Quand ils essayent de la solliciter, c'est plus ou moins compliqué, surtout pour les jeunes. Ils sont vraiment sur leur téléphone, très interactifs. Et ils veulent que tout soit fluide, et donc le monde parfois est un peu compliqué pour eux. Toujours cette méfiance donc vis-à-vis des GAFAM, ça c'est clair. C'est pas leur cœur de métier. Je me méfie quand même sur mes données personnelles, comment est-ce qu'elles vont être utilisées. Et puis, si je l'utilise, c'est parce que c'est quand même pratique et toujours le prix pour les jeunes. La technologie dans l'assurance, bien sûr. Donc, les objets connectés ne sont pas réticents, ils sont quand même technophiles. Hein. On l'a vu, peut-être un chouï plus les garçons. Le cyberharcèlement, ça a du potentiel. Ils sont très positifs dessus. Et puis, pour les jeunes qui commandent, oui, ils ont quand même une certaine sensibilité vis-à-vis des livreurs. Et ce serait bien, ils sont prêts à payer un tout petit peu plus, je pense. En tout cas, d'un niveau éthique ou responsabilité, c'est sûr que c'est positif pour les jeunes qui sont toujours très sensibles à ça. Et pour terminer, donc l'assurance idéale, la simplicité, assurer les biens du quotidien, protéger contre les nouveaux risques, bien entendu, la recommandation, l'automatisme, et puis tout ce qui est l'intégrité des personnes, clarifier le fonctionnement, bien entendu, et la personnalisation de l'assurance, bien entendu, au travers des objets connectés. Donc on voit bien les mots-clés qui reviennent typiquement sur cette étude. Et donc je vais remercier l'équipe de Jam pour nous avoir accompagnés sur cette étude, Antoine en particulier, hein, qui était très présent. Et maintenant, si vous avez des questions sur cette étude, ou plus globalement pour Marjolaine encore, on a quelques minutes avant la conclusion de Franck. Ou les Wakamis, peut-être, je ne sais pas s'il y avait des Wakamis. Pierre, le micro, alors. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Oui, donc on avait reçu une question qui était concernant 25. Est-ce que l'audience avait plutôt plus ou moins de 25 ans ? Et globalement, est-ce que c'est des catégories d'âge de personnes qui ont plus ou moins accroché avec le contenu ? Sur l'audience, on a été vraiment mixte pour le coup. Quand on regarde les données, effectivement, c'est
plus des jeunes, mais comme on avait une communication aussi qui était très B2B, et comme les parents aussi s'intéressent beaucoup à ce que pensent leurs enfants, et que c'était quelque chose pour comprendre les jeunes, on était vraiment sur un format hybride où c'était soit j'ai 19 ans et je regarde les gens de ma génération que j'admire, que j'aime bien, et on passe un bon moment, soit j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, j'ai 55 ans, 60 ans, et je suis content de voir un format qui a été quand même pensé pour être intelligible pour le plus grand nombre. Alors que parfois, le contenu de jeunes pour les jeunes, quand ils sont sur Instagram, sur TikTok, ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui est un peu plus âgé. Là, le but, c'était vraiment de créer quelque chose qui vulgarise et qui transmette. En tout cas, c'était notre intention. Et ça s'est retrouvé. Après, ça a été très large comme type de public, mais bien sûr des gens qui sont plus sensibilisés à la cause écologique, à repenser le travail, à repenser l'identité, à la cause LGBT. Donc ouais, quand même une audience assez progressiste et assez sur les causes sociales, c'est sûr. Je pense que ça répond à la question. Ouais. Merci. J'ai une question sur le panel, sur les jeunes, sur les micro. Pardon. Une question plus sur le panel. 2 questions. C'était je pense, la répartition géographique. Est-ce que vous avez vu complètement représentatif. Est-ce que vous avez vu des différences ou pas? Et ensuite, au niveau de la situation socio-professionnelle entre des jeunes en emploi ou pas en emploi, est-ce que vous avez vu des réactions différentes, des réponses différentes? Antoine, peut-être, si tu avais en tête... Oui, alors c'est vrai que l'échantillon... Attention les mots. Attention les verres, Antoine. Attention les verres. On a vu à un moment, il y avait quand même les étudiants qui étaient surreprésentés sur un item. Donc, dans le document, il y a quelques lectures où on peut les avoir, en tout cas. On ne les a pas toujours fait ressortir. Au niveau de la répartition géographique, on n'a pas observé de vraies différences. En plus, là, le panel était un peu plus restreint. Donc, on ne voulait pas non plus tirer de grands enseignements au niveau des régions. Par contre, il y a une catégorie qui revenait à chaque fois et qui se démarquait des autres, c'était les inactifs, qui avait un rôle différent par rapport à l'assurance en termes d'objets connectés, en termes on parlait de cyberharcèlement, on parlait c'est des problématiques qui les touchaient un peu plus loin, l'assurance embarquée, on sait que c'est des choses plus en ville, qui font partie de nos usages à tous, là, ici à Paris, mais c'est pas le cas forcément partout, donc c'était plus là-dessus qu'on a eu des différences, mais sinon le panel était un peu faible pour pouvoir tirer de mais on regardera, posteriori, et regarder s'il y a une lecture et des choses qui sortent en surreprésentation ou sous-représentation par géographie. On regardera. Parce que moi, je l'ai vécu sur un produit typiquement jeune, auto. Je l'ai vécu sur un produit typiquement assurance auto jeune, mais vraiment, c'était... novice, moins d'1 an de permis, donc on était vraiment dans une population très spécifique. On a eu de grandes diversifications géographiques et sociales. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait majoritairement des gens qui avaient... Parce qu'ils étaient propriétaires de leur véhicule, donc ils étaient déjà dans un schéma socio-professionnel. On a attiré majoritairement ces gens-là, parce que les autres étaient restés sous le chapeau des parents, de la famille, mais on montait très peu en catégorie socio-professionnelle. On était, par exemple, beaucoup sur des gens qui débutaient en alternant ou des choses comme ça. Voilà. Parce qu'une situation économique qui ne permettait pas de payer des niveaux d'assurance assez élevés. Oui, on voit la sensibilité au prix, parce que, en plus déjà, voilà, la sensibilité au prix est variable en fonction de la situation. Les données sont là, il faudra regarder. Oui, on va regarder, merci. Une autre question avant de passer à la conclusion, pour rester dans les timings du live, et on pourra poser et discuter entre nous après, il nous reste un petit peu de temps. Moi j'ai une toute petite question. Au niveau de l'échantillon, pourquoi 350 alors? Parce qu'au départ on voit qu'il y a beaucoup il y a 600 000 jeunes qui sont approchés. Et alors pourquoi... On ne les approche pas tous sur les mêmes sujets. D'accord. On peut pas... Et donc là, uniquement on a 350, eu la discussion, 350 statistiquement c'est représentatif et on peut avoir des sous-lectures, que ce soit... Oui, je suis d'accord. Il y en a plus qui ont été interrogés. Quand on travaille un peu sur la data ou l'actuariat, on a envie d'avoir toujours beaucoup plus. Et c'est vrai qu'on peut statistiquement, un peu plus. Pour une étude, au bout d'un moment, on a les 350, c'est vraiment le point de bascule où on a après toujours les mêmes résultats.
Alors, quand on voit le taux d'abstention aux dernières élections des jeunes à 90%, pour les recruter, c'est pas facile. Donc là, heureusement, on a une base de 600 000 et on a le temps. Donc en fait, c'est une étude qui va dans le temps. Ouais. Ça peut durer, enfin, tant qu'on n'a pas les répondants, ou parfois il y a même, on regarde, si les réponses ne vont pas jusqu'au bout, en fait, la plupart. Enfin, pas la plupart, souvent. Bah oui, bien sûr, ils commencent la conversation. Il faut au moins parfois en avoir 800 qui ont commencé, puis finalement, ils faisaient autre chose, ils se sont arrêtés, enfin plus même. Non seulement 800, parce qu'après, il faut que ce soit représentatif. Voilà. Et par exemple, les filles sont beaucoup plus friandes de sondages que les garçons. Les 22-25 répondent mieux que les 15-18. Enfin, donc... C'est ma deuxième question. Et il y avait quel pourcentage de filles par rapport aux garçons? En fait, là, c'est représentatif. Donc, c'est 51. Enfin, c'est vraiment selon les quotas de l'INSEE. Et là, on a été précis sur les datas. Ouais. On savait que... Oui, non, c'est pas un panel... Dans l'entreprise aussi. Très bien. S'il n'y a plus de questions, on pourra en discuter après. De toute façon, s'il vous reste un petit peu de temps, je propose que Franck... En tout cas, merci pour ça. Alors, c'est vrai que c'est rapide et je pense qu'il y a des informations qu'on connaissait. Et après, il y a aussi des informations. C'est l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir les chakras. Donc, je pense que cette étude, c'est pas quelque chose qui clôture en fait des analyses, c'est plutôt quelque chose qui l'ouvre. Vous avez posé des questions, on ne sait pas y répondre en fait. Il y a des choses on ne sait pas y répondre. Je vais prendre un peu cet exemple-là sur les jeunes. Aujourd'hui, on essaye des choses nouvelles. Donc là, on réfléchit par exemple avec un de nos partenaires à de l'assurance auto au tiers, donc le minimum. Mais cependant avec une capacité à assurer aussi le dommage, mais seulement pour les petits roulants et avec de l'auto quand la voiture bouge. Ce qui permet de réduire le prix au maximum. Parce qu'il y a des gens qui en fait n'ont pas les moyens de prendre l'assurance complète, mais si pour eux leur véhicule est endommagé, c'est la catastrophe. Parce qu'on parle des jeunes, moi j'imagine mes enfants, là, ils imaginent même pas, enfin ils sont encore jeunes, mais quoique, ils imaginent même pas avoir une voiture. Parce qu'ils vivent dans Paris. Mais évidemment, quand on est provincial, moi je suis provincial, sans voiture on fait rien en fait. Donc on l'imagine comme un mal nécessaire. Mais après, ils n'ont pas les moyens. Donc ils disent maintenant comment je fais pour trouver le juste prix. Donc il y a plein de choses à réinventer. Moi, on parle de l'assurance paramétrique. Alors ça aussi, mon expérience passée dans une autre entreprise, quand on va répondre rapidement, éventuellement juste sur un forfait, pas forcément sur un montant précis, un dégât des eaux chez soi. On a observé que si on dit aux gens, ils appellent, on leur dit on vous donne 300 € ou 400 € ou 500 €, grosso modo, basé sur ce que vous nous dites, ça suffit. C'est un gros niveau de satisfaction, c'est plus simple pour l'assureur, c'est plus simple pour le client, plutôt que de dire on va faire passer un expert qui viendra dans quelques mois, ça va être compliqué. Et en fait, on a besoin de simplifier ça. Donc il y a plein de choses à inventer. Moi, le dernier message que je pourrais faire passer, c'est que aussi par rapport au positionnement de Wacam, on ne va pas inventer ça tout seul. Donc je veux aussi remercier les partenaires avec qui on travaille, parce qu'en fait les idées souvent elles viennent de vous et on essaie de les co-construire ensemble. Donc il faut continuer à ça, on voit que c'est une population importante, que le monde bouge extrêmement vite. On a des clients, des jeunes qui ont des attentes les autres n'avaient pas, on a des clients qui du coup ont des attentes qu'on n'avait pas. J'ai cité juste peut-être pour exemple, la semaine dernière on a dû travailler avec un de nos partenaires et signer un deal en 24 heures avec un très très gros acteur de la gig economy. Bon, c'est sûr que dans mon ancienne vie, dans l'autre, c'était pas possible. Là, on a réussi à le faire, mais on l'a fait pas parce que Wacam est bon, pas parce que notre partenaire est bon, c'est parce qu'on a un client à la fin qui est très exigeant. On a effectivement un couple partenaire et Wacam et des gens qui ont travaillé, qui ont réussi à le faire en moins de 24 heures. Et je pense que c'est ça qu'il faut conserver. Donc après, c'est vrai que entre le premier message très ouvert de 25 et l'assurance, c'est pas toujours simple de lier les deux sujets. C'est pas forcément le sujet le plus sexy. En tout cas, moi, je trouve que c'était intéressant qu'on ait cette discussion. Puis un jour, moi, c'est juste pour toi, Marjolaine, si un jour tu peux m'aider à expliquer ce que je fais auprès de mes enfants. C'est quand je leur dis que je suis assureur, je vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans leurs yeux quand même. Donc j'essaie de trouver une façon positive en disant on aide les gens, mais ils n'ont toujours pas compris comment avec un ordinateur j'arrivais à aider les gens. Donc je pense que si on arrive à réconcilier cette vision-là, ça serait extrêmement bien. En tout cas, merci beaucoup, puis merci d'être venus. Merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Réfléchissez, encore une fois, c'était une ouverture de chakra et pas une conclusion d'une étude, donc on va continuer à travailler ensemble. Bonne journée.